Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Donc aujourd'hui nous allons parler de nos excès, c'est-à-dire quand le corps crie au secours. Alerte rouge, alerte rouge. Mais avant, Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Écoute, ça va très bien, merci Sophie. Toi aussi, j'ai l'impression que tu es en pleine forme, hein. C'est ça, je pense que c'est l'effet le jaune, ça doit... J'adore. Alors selon toi, qu'est-ce qu'un excès déjà pour commencer et comment le corps peut-il crier au secours alors qu'il ne parle pas? Alors, à mon sens, tu vois, l'excès, c'est vraiment le moment où l'apport, alors qu'il soit physique, émotionnel ou sensoriel, dépasse vraiment la capacité de traitement de notre organisme. Alors, de plus, l'excès, c'est pas universel, hein. Ce qui est un excès pour l'un peut être une norme pour l'autre. En fait, c'est une limite qui est toujours mouvante, à mon sens, hein. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, je dirais que c'est une frontière invisible, qu'on franchit souvent sans nous en rendre compte, car il ne commence pas en fait par une explosion, l'excès, mais plutôt par une accumulation. On va dire que c'est la rupture de l'homéostasie. Donc, c'est quoi l'homéostasie, hein? C'est vraiment l'équilibre subtil et dynamique que le corps tente de maintenir en permanence. Euh, En fait, dans une société où on valorise toujours le plus, le toujours plus, l'excès, en fait, il devient une norme. Trop d'informations, trop de sollicitations, trop de sucre, trop de stress, ou même trop d'attentes envers nous-mêmes, hein, quelque part. Pour le corps, en fait, l'excès, ça va être un bruit de fond permanent qui va finir par saturer ses circuits de traitement, qui va le forcer, en fait, toujours à passer d'une gestion qui normalement est fluide à une gestion de crise, si je peux imaginer. Alors, par contre, comme tu me disais, comment le corps, il peut crier sans posséder de mots, hein, en tant que tel. En fait, il va utiliser le seul langage qu'il connaît, c'est le langage organique, et on va dire une sémantique de la sensation. Au départ, ça va être ces messages, hein, ça va pas être des cris, ça va juste être des murmures, être une légère raideur dans la nuque en fin de journée, un sommeil qui est moins réparateur, une digestion qui se fait un peu pesante. En fait, ce sont entre guillemets, des notifications polies, mais qu'on a souvent appris à ignorer. Oh, oh, j'ai mal ci, bon, c'est rien, ça va passer. Et souvent, on peut aussi apprendre à les ignorer en utilisant un peu des béquilles, comme la caféine. Moi, je suis fatiguée, c'est pas grave, je vais prendre un café. Euh, ou les écrans, ça maintient éveillé, ce genre de choses, pour masquer en quelque sorte le signal qu'on perçoit quand même, hein. Et tu vois, et c'est à ce stade que le corps, en fait, il va commencer à stocker l'indicible, entre guillemets. Et les émotions qui vont pas être traitées, la fatigue accumulée, elles vont se cristalliser dans les tissus, elles vont se loger dans les fascias, hein, j'en ai parlé lors d'une chronique précédente, et ça va même transformer parfois notre posture. C'est ce qu'on va appeler la somatisation. Ce que la bouche ne dit pas, bah, le corps, il va l'imprimer en fait ou l'exprimer par l'attention. Et quand ces murmures sont systématiquement balayés, on met un mouchoir dessus, et le corps, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas d'autre choix que d'augmenter le volume pour assurer en quelque sorte sa propre survie. Et c'est là que le murmure, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un cri. Et ce cri, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va prendre la forme d'une douleur aiguë, d'une inflammation, ou pire de l'effondrement, hein. Ça peut être donc une migraine foudroyante, un dos qui va se bloquer brusquement, une fatigue si profonde que même le sommeil ou le repos ne semble plus suffire. Tous ces signaux, eh ben, ce sont des signaux d'alarme en fait, hein. C'est le système nerveux qui est complètement saturé par une production constante ben, d'adrénaline et de cortisol. Et il finit quoi? Eh ben, il finit par disjoncter. Et le corps, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se déclencher alors en mode sécurité. Il va nous immobiliser pour nous forcer en fait en quelque sorte à une pause que nous avons refusé de prendre consciemment. Donc, écouter ce langage, c'est accepter que le corps, c'est pas qu'une machine au service de notre volonté, hein, mais c'est vraiment notre premier partenaire, notre premier allié, et doté en plus d'une sagesse, on va dire, archaïque. Son cri, c'est jamais une agression contre nous, hein, mais c'est justement, à l'inverse, je trouve,
un acte, l'ultime acte de loyauté, si je peux le dire ainsi, parce qu'il nous rappelle que nous sommes des êtres biologiques avec des limites, et ces limites, elles sont sacrées. Donc comprendre l'excès, c'est plutôt réaliser que chaque symptôme est une question posée. Qu'est-ce que tu essaies de porter que je ne peux plus moi supporter, hein? Là, c'est le corps qui l'exprime. Donc en résumé, en apprenant à décoder, ces tensions, avant qu'elles ne deviennent des pathologies, on va transformer une lutte un peu contre nous-mêmes en plutôt une conversation nécessaire pour trouver, le chemin de l'équilibre. Alors, que se cache-t-il derrière un excès? Est-ce que c'est un besoin non respecté, une émotion refoulée, un besoin de contrôle? Et la kinésio peut-elle aider à libérer, justement, à libérer la charge? Mais en fait, derrière chaque excès, il se cache toujours, hein, ou presque toujours, allez, une tentative, on va dire, désespérée de compensation, en fait. L'excès, c'est pas le problème en soi, hein, c'est plutôt la solution de secours que notre cerveau a trouvée pour ne pas s'effondrer face à un vide ou une tension insupportable. En fait, sous l'apparence d'une simple perte de contrôle, l'excès, en fait, en réalité, est une tentative de sauvetage, on va dire, orchestrée par notre inconscient. Il n'est jamais un acte gratuit ou un simple manque de volonté plutôt, mais le symptôme plutôt d'une économie intérieure qui cherche à compenser un déséquilibre qui est, lui, beaucoup plus profond. En fait, derrière chaque comportement excessif se cache, en fait, on va dire une structure invisible où s'entremêlent des besoins fondamentaux qui sont complètement négligés, auxquels on ne répond pas ou qu'on n'écoute pas. Ça peut être aussi des émotions qui ont été refoulées. En fait, c'est une quête éperdue de sécurité, en fait, hein, les excès. À l'excès, il commence souvent, en fait, là où, le respect de soi s'arrête, tout simplement. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un besoin essentiel ou fondamental, comme le besoin de reconnaissance, de repos ou de connexion, il n'est pas du tout nourri. Alors l'esprit, il peut plus supporter ce vide, alors il crée allez, une déviation, on va dire. Et alors cette déviation, ça peut se traduire comment? Par exemple, les excès de nourriture. Donc on remplit ce vide de nourriture. Ou alors ça peut être du travail. On compte plus ses heures, on est au bureau à 8 heures du matin, on rentre à 21 heures. Enfin, j'exagère, mais on est quand même dans ce cas de figure. Ça peut être des stimulations numériques, hein, comme je disais, les écrans. Parce qu'en fait, on parvient pas à combler, ce vide par du sens. Et ça nous évite aussi de nous poser des questions, qui peuvent être douloureuses ou qui peuvent, nous mettre dans l'inconfort. Hem et en plus, à cette carence, peut venir s'ajouter le poids, en fait, des émotions refoulées. Une colère qui serait jamais, alors je parle pas de la petite colère, hein, mais vraiment une colère, quelque chose qui n'aurait jamais été exprimé. Une tristesse ancienne qui va elles vont agir, en fait, ces émotions refoulées comme une espèce de vapeur sous pression dans une cocotte minute et l'excès devient alors, la seule soupape de sécurité. Une manière, en quelque sorte, d'étourdir le système nerveux pour qu'il n'entende plus, le vacarme intérieur lié à ces émotions, refoulées. Et en fait, en saturant nos sens par le trop, on crée un brouillard protecteur qui nous anesthésie face à ce qui nous fait mal. C'est également ici, à mon sens, que s'enracine, le besoin de contrôle. Dans un monde qui est perçu comme, chaotique ou menaçant, l'accumulation, donc ça peut être l'accumulation de dossiers ou de savoirs ou d'objets, ça offre l'illusion, en fait, d'une maîtrise, tu vois? Plus j'ai du travail, plus je machin, plus et en fait, c'est le cerveau limbique, qui est le centre de nos émotions et de notre survie, qui interprète, en fait, l'excès comme une réserve de sécurité. Plus j'en ai, plus ça va, je suis en sécurité. Alors pour lui, avoir trop et c'est toujours mieux que pas assez, en quelque sorte. Le problème, c'est que, cette réponse archaïque, elle va finir par épuiser, l'organisme, alors qu'elle est censée plutôt, protéger. Tout ce qui est des réflexes archaïques, ça logiquement, c'est pour le mode «survie de l'espèce» entre guillemets et en plus, ça va nous enfermer dans une espèce de cycle où la solution, à savoir l'excès, devient elle-même le poison et donc c'est précisément sur ce terrain que la kinésio, elle va déployer toute son utilité, je dirais, parce qu'elle va pas s'attaquer frontalement à l'habitude, elle va chercher à libérer la charge émotionnelle qui la rend nécessaire, en utilisant toujours le test musculaire,
On fait le pont entre le conscient et l'inconscient et on permet d'identifier l'événement ou le besoin non comblé qui a déclenché la mise en place de ce bouclier, «d'excès» entre guillemets. Quand j'interroge la mémoire du corps, j'aide à dénouer le stress associé à ses souvenirs ou à ses peurs, tout simplement. Et une fois que le système nerveux, il intègre l'information que le danger est passé, que la pulsion d'excès perd sa raison d'être, le corps, il a plus besoin de hurler ou de compenser. Il peut enfin relâcher sa garde, se laisser place à une régulation naturelle, transformant en fait la lutte contre soi-même en une sereine réconciliation. Alors, après un épuisement mental, comme le burn-out, combien de temps faut-il réellement au corps et au système nerveux pour se réguler? Et comment la kinésio peut-elle soutenir cette récupération? Alors, je dirais que l'épuisement mental, hein, quand on parle vraiment de burn-out, c'est pas qu'une simple fatigue, passagère, hein. C'est vraiment un véritable effondrement, systémique quelque part, hein. Alors pour répondre à ta question sur, la durée, il faut d'abord, accepter une réalité biologique. Le système nerveux ne se répare pas à la même vitesse qu'un muscle froissé, par exemple, hein. En fait, il n'existe pas de réponse universelle, mais on va dire enfin, les neurosciences et la psychologie, clinique, elles s'accordent, on va dire, sur, des phases types. Le temps de régulation, il dépend en fait de la durée, initiale durant laquelle, on a forcé sur la machine avant qu'elle lâche. La première phase ou la phase d'effondrement, vraiment où là, tout s'arrête, les sciences disent que c'est entre 1 et 3 mois. C'est le temps nécessaire en fait pour que le taux de cortisol, qui était vraiment au summum, on va dire, hein, qui est l'hormone du stress, je ne représente plus, 1-3 mois, c'est vraiment la durée où donc ce cortisol, l'hormone, elle commence à cesser de saturer l'organisme. Durant cette période, en fait, le corps, il est souvent, en mode hibernation et c'est là que le moindre effort, paraît, insurmontable. Donc, quand on est réellement en burn-out, se lever le matin, sortir son lit, c'est impossible, hein. Le mental voudrait, le corps ne suit plus. On a beau essayer, et c'est très déstabilisant pour les personnes qui ont vraiment vécu ça. La seconde phase, on va dire, c'est la phase de stabilisation. Sa durée varie de, on va dire, de 6 à 12 mois. Là, on est plutôt, dans la phase où le système nerveux, il va commencer à retrouver une certaine, plasticité. C'est-à-dire qu'il va réapprendre à gérer les émotions et les stimuli extérieurs sans partir en vrille, si je peux m'exprimer de la sorte. La dernière phase, c'est la phase, consolidation. Elle va durer de 1 à 2 ans. En fait, là, ça va être, pour que la régulation, elle soit profonde et un retour vraiment à une énergie qui soit stabilisée, harmonieuse et sans risque de rechute. Les spécialistes parlent souvent, on va dire, de 18 à 24 mois. C'est le temps, en fait, qu'il faut aux récepteurs neuronaux pour se recalibrer et à l'organisme pour reconstruire, ses réserves de neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, et cetera. Alors la kinésiologie, elle est particulièrement, pertinente dans le cadre d'un burn-out parce qu'elle va court-circuiter le mental et précisément, en fait, la zone épuisée pour s'adresser directement à la mémoire du corps. En période d'épuisement, le corps, il va lâcher dès qu'on évoque une situation stressante, de facto, mais elle permet d'identifier précisément quels sont les déclencheurs. Est-ce que c'est de l'ordre émotionnel? Est-ce que c'est environnementaux? Ou est-ce que c'est d'une autre nature? Et c'est ces déclencheurs qui maintiennent notre système nerveux en état d'alerte, hein. Le burn-out, en fait, c'est un blocage en mode, sympathique. Alors, mode sympathique, c'est quoi? Survie, combat. On est vraiment dans les instincts, archaïques, les instincts premiers. Et dans le cas d'un accompagnement pour cette problématique, l'idée sera bien entendu de redonner toute sa place, au parasympathique, de le relancer. Parasympathique, on est plutôt sur la récupération, la digestion. Donc ça va être aider le corps à comprendre qu'il n'est plus en danger et bien entendu, réduire la charge émotionnelle associée au souvenir, du travail ou du traumatisme. Et de plus, hein, comme, on l'a vu précédemment, le stress, il va s'imprimer dans les tissus. Donc,
moi, enfin, à travers la kinésiologie, ce que je m'efforce, c'est d'aider à décharger ces tensions accumulées sans qu'on ait besoin, en fait, de revivre le traumatisme par la parole. Donc, c'est vraiment une méthode douce qui va permettre de remettre le mouvement où tout s'est figé, en fait. Euh, donc, si je peux résumer, en fait, la récupération, c'est pas un marathon. C'est plutôt un marathon, c'est pas un sprint. Oui, parce que, et en plus, c'est vraiment en fonction de chaque individu. Et comme je disais en tout début, combien de temps on a tiré sur cette période initiale jusqu'à ce que le corps lâche. Le corps, il aura vraiment besoin de temps pour faire le ménage chimique et structurel, en fait, hein. Donc, la kinésio, elle va agir comme un catalyseur. Elle va pas remplacer le temps de repos nécessaire, hein, parce que ça, c'est incontournable, mais elle va assurer ou s'assurer, oui, assurer que le corps soit réellement efficace en levant les verrous inconscients qui empêchent le système nerveux, en fait, de se relâcher réellement et profondément et totalement. Et si, alors c'est vrai qu'avec des si, on coupe des branches, mais Mhm. j'ai une question pertinente. En fait, la Oui, vraie question, enfin, si la vraie question n'était pas combien de temps pour s'en remettre, mais plutôt qu'est-ce que je refuse encore de changer? c'est exactement ça, hein, Sophie, hein. Là, on touche du doigt vraiment le cœur de cette problématique qui est prégnante, hein, dans notre société d'aujourd'hui. Au-delà, effectivement, de la question du temps nécessaire pour se reconstruire, euh, l'épuisement mental, en fait, il nous place un miroir qui est brutal, celui de notre propre résistance. C'est-à-dire, le corps ne s'arrête pas par hasard, hein. Euh, il va débrancher les circuits parce que nous avons refusé de ralentir nous-mêmes. Donc, la véritable interrogation n'est donc pas, comme tu le dis, ou plus, quand serai-je guéri, mais plutôt, qu'est-ce que je m'obstine encore à ne pas vouloir changer? Mmh. Le burn-out, c'est souvent un cri ultime d'un système qui ne peut vraiment plus supporter le décalage entre nos besoins profonds et les rôles que nous nous imposons. Pour beaucoup d'entre nous, ce refus de changer prend des formes très concrètes et familières, hein. C'est par exemple le piège de la disponibilité infinie. On dit oui à chaque sollicitation, à chaque réunion en plus, à chaque service rendu pour un ami, heu, une tâche domestique supplémentaire. Alors non pas par envie, hein, mais tout simplement par peur de décevoir ou de ne plus être aimé si on impose ses limites. Heu, alors, par contre, lui, le corps, bah, il va finir par dire non. Il va finir par dire ce non qu'on n'a jamais osé prononcer, en fait. Et comment? Donc clouant au lit par une fatigue ou par un burn-out, que le sommeil, le repos ne guérit plus, en fait, hein. Heu, c'est aussi le syndrome du contrôle, absolu. En fait, cette croyance épuisante que si on ne supervise pas tout, tout va s'effondrer. On porte le monde sur ses épaules, jusqu'à ce que le dos il se bloque, que l'estomac se noue, nous rappelant qu'en fait que l'hyper-responsabilité, en fait, c'est une prison, hein, et que on peut très bien déléguer ou lâcher prise un peu sur certaines choses, et c'est pas pour ça que le monde va s'effondrer ou que notre monde va s'effondrer. Bien au contraire, non, on va devoir une énergie supplémentaire pour apprécier des choses différentes que le travail exclusivement, par exemple. On peut retrouver également, cette culpabilité face au vide. Alors je m'explique, hein, on est quand même dans une société où on valorise, l'agitation, où, s'asseoir, sans rien faire est presque devenu un acte, j'exagère, mais de résistance presque insupportable. On replie, chaque interstice, chaque espace de nos vies par des écrans, des podcasts, la télé, des listes de tâches à n'en plus finir. Tout ça pour fuir le silence en quelque sorte, qui nous obligerait à écouter notre propre inconfort. Ce temps qu'on s'occupe, bah, forcément, on ne se pose pas les bonnes questions, on évite les questions qui fâchent en quelque sorte, hein. Donc le système nerveux, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est en surchauffe constante et il va finir par déclencher, bah, des insomnies, des crises d'angoisse, jusqu'au burn-out, hein. C'est la seule manière qu'il a d'hurler qu'il a besoin d'espace et non de nouvelles informations ou de voilà, de nouvelles tâches et cetera. Hem
Et on peut trouver aussi le masque de la solidité, le rôle du pilier de la famille ou de l'entreprise qui ne flanche jamais, sur qui on peut compter, qui refuse absolument de montrer quelconque once de vulnérabilité. Et en fait, on va condamner, quand on est dans ce schéma, on va condamner notre corps à porter une armure qui devienne de plus en plus lourde jusqu'à ce qu'il craque, hein, pour nous forcer, tout simplement à redevenir, ce que nous sommes tous, c'est simplement des humains, quoi. Et c'est ici, encore une fois, que la kinésiologie, elle va intervenir comme un décodeur. Là où le mental, eh ben, peut encore mentir en affirmant: «Oh ouais, tout va bien, je vais changer. Oui, j'ai pris conscience de ça», mais le test musculaire, lui, va révéler la vérité du système nerveux, en quelque sorte, hein. Il va mettre en lumière aussi les potentiels bénéfices secondaires, inconscients. Parfois, rester fatigué ou dire toujours: «Je suis fatigué», ça peut être soit une protection pour ne plus avoir à affronter un quotidien qui nous convient plus, ou au contraire, avoir l'attention des personnes qu'on craint de perdre, si on dit à nouveau: «Ben non, ça va, tout va bien». Il y a des bénéfices secondaires qui peuvent être surprenants parfois. Hem Et en fait, en libérant, ces mémoires de stress logées dans les tissus, hein, à nouveau, et ben, je permets de passer du «je sais que je dois changer» au «je me sens enfin capable de le faire». La régulation du système nerveux, elle survient pas, en fait, quand on a assez attendu, mais quand on accepte enfin de trahir ses vieilles habitudes pour s'aligner avec sa propre vérité. Eh bien, merci beaucoup, Josépha. Merci à toi, Sophie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience. Et cette fois-ci, nous parlerons de sport et performance. J'ai eu du mal à le dire, le sport. Le corps sous haute tension. Merci à vous. À bientôt.